L'ADN de Patricia, épisode 7. Convergence, récompense et justice. Les devises de la France sont liberté, égalité, fraternité. Ces devises sont le fondement des valeurs intrinsèques de la société française. Cependant, elles ne sont pas toutes respectées parce que la France est tributaire au sens propre comme au sens figuré des autres pays, principalement de l'Europe. La souveraineté de la France n'est donc plus absolue, et de ce fait, la liberté et la fraternité deviennent des valeurs relatives. Quant à l'égalité, elle ne peut exister que si tous les citoyens français ont exactement les mêmes chances à la naissance. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes donc de fait en semi-liberté et fraternels avec nos compatriotes européens. Si nous ne sommes pas en liberté totale, c'est que nous sommes contrôlés en permanence par des organismes créés par l'Europe et le monde entier à l'aide des outils du numérique et des satellites. Ces deux devises ne peuvent plus s'appliquer à la France telle qu'elle. Donc, si nous continuons dans ce système qui ne permet pas aux Français de décider par eux-mêmes d'appliquer ces devises, nous allons bien évidemment vers le blocage de notre société française. Aujourd'hui, le problème à résoudre, c'est de lever ce blocage dont l'origine est la mondialisation. Une solution serait que tous les pays du monde adoptent les mêmes devises. Dans la réalité, des pays du monde s'accordent pour respecter des devises semblables qui convergent vers la Déclaration des droits de l'homme. Seulement, le respect des droits de l'homme n'est pas effectif compte tenu des différences de culture dans les 28 pays qui forment l'Europe. Aussi, un changement de système est quasiment impossible parce qu'il faudrait imposer à tout le monde les mêmes devises. Quand je parle de devises, vous pourriez imaginer que c'est de la monnaie dont il est question. Ce serait légitime. D'aucune politicienne veut sortir la France de la zone euro, et pourquoi pas? Les Anglais veulent le faire aussi. Mais en réfléchissant bien, pourquoi sortir complètement de la zone euro si avec l'ADN, il est possible de créer un revenu universel en France en créant ce marché, disons-le, parallèle? Si ce n'est pas possible en Europe ou dans le monde de séparer le marché mondial en deux marchés parce que les idéologies sont plus fortes que la convergence, alors oui, la France peut sortir de la zone euro à condition de créer ce marché. Mais si l'Europe accepte le concept de l'ADN dans un pays, alors pourquoi ne pas le généraliser? Dans ce cas, il est urgent de trouver un accord commun qui oblige les pays à respecter les droits de l'homme dans l'intérêt de tous. Cela ne sera possible que si l'ensemble des pays concernés possèdent le même outil pour contrôler l'application de cet accord. Cet outil, c'est la technologie numérique associée à l'outil de communication incontournable qui sera le smartphone dans notre cas. Le smartphone n'est pas incompatible avec les systèmes satellitaires. Donc, il peut être un système international. À partir de là, si tous les pays sont d'accord sur le principe de la récompense individuelle, il faudra trouver des devises communes à l'ensemble des pays concernés qui permettent la mise en place de ce nouveau marché de biens et de services vitaux. Je propose non pas d'abandonner les devises de la France, mais d'en ajouter 3 qui pourront facilement s'appliquer à tous les pays d'Europe, voire du monde entier, pourquoi pas. Ces devises sont convergence, récompense et justice. La convergence. L'humanité a compris qu'elle a besoin de l'être humain pour progresser et durer longtemps. C'est la convergence. L'humanité doit donc tout faire pour que l'être humain la protège. Cela passe bien évidemment par le respect des intérêts particuliers pour assurer l'intérêt général. Donc, la première règle de convergence générale qu'il faut rajouter aux droits de l'homme, c'est le partage équitable des ressources de la Terre. Chaque être humain doit pouvoir accéder aux ressources de la Terre sans discrimination et en fonction du respect de l'intérêt général. Les ressources naturelles appartiennent à tout le monde, et pas seulement à ceux qui ont de l'argent ou qui habitent un pays où il y a la ressource idéale pour faire de l'or.
De toute façon, chaque pays a ses ressources idéales, propres, ou même des pouvoirs de créer de la richesse grâce aux technologies. Qui a le droit de s'approprier la terre et ses produits? Personne. Il faut donc se résoudre à changer les mentalités et ainsi considérer que les ressources vitales et les progrès liés à la santé de l'être humain et des animaux n'appartiennent pas à l'être humain mais à l'humanité. La notion d'appartenance n'est pas une notion banale en ce sens qu'elle a une connotation mercantile. La vie ou la santé n'est pas une denrée monnayable. Ce principe devrait devenir le premier article d'une nouvelle déclaration que j'appellerais la Déclaration des devoirs de l'humanité. Il faudrait créer un organisme mondial qui contrôle la convergence, aucun pays ne pouvant se soustraire à ce contrôle. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu presque vital, on le voit bien. Qui aujourd'hui peut se passer d'Internet mobile? Qui demain pourra fabriquer des portables et s'octroyer un monopole si dans un pays quelconque un petit futé trouve le moyen pour que ces portables ne fonctionnent pas dans son pays? Tout est possible maintenant. Qui pourra vendre son pétrole si la monnaie en cours n'est plus le dollar américain? Utopique quand tu nous tiens, le monde entier se rendra compte un jour que ce marché des biens et des services vitaux est devenu une réalité augmentée incontournable. C'est inévitable. Un jour viendra où ceux qui auront des frigos pleins et verrouillés seront assaillis par les morts-vivants qui entreront par les fenêtres pour en faire sauter les cadenas. Ils commenceront par dévorer les denrées fraîches du bac à légumes, puis finiront par consommer la viande fraîche du propriétaire. C'est gore, n'est-ce pas? Ce sera cela la révolution 2017, 100 ans après celle d'octobre 1917, si tout le monde fait l'autruche. L'histoire se répète, la guerre contre Daesh, la crise financière, le Grexit, échappé de peu, le Brexit, on se demande pourquoi, et maintenant la loi El Khomri en France. On dirait que certains cherchent des crosses. Chercher des crosses, langage familier. Chercher querelle, chercher des ennuis, chercher la bagarre, provoquer, importuner. Conflit, souci, problème. Être pris dans une bagarre, dans une rixe. Être en colère. Constat de la divergence. Cela fait des décennies que nous vivons cette situation de constat. Les médias, ô combien sont-ils à faire de reportages sur les incroyables mais vraies insupportables déchéances humaines. Rien que celui-là qui montre les jeunes Maliens risquer leur vie dans des puits de 0,80 m de diamètre, profonds de 10 voire 30 mètres sans aucune protection, pour ramener quelques milligrammes d'or afin de gagner un peu d'argent pour manger. Que ce soit aussi les décharges à ciel ouvert, la décharge publique du Guatemala City en Amérique centrale, celle de Dandora en Afrique, ou encore celle de Stung Min Che au Cambodge. Elles ont toutes des points communs. Des gens naissent, grandissent, vivent et travaillent dans les plus grandes décharges du monde, dans des conditions de vie inhumaines. Même les ONG ne savent pas comment résoudre ce problème de notre société qui gaspille les ressources de la terre pour de l'argent. Même chez nous, la menace n'est pas virtuelle. L'ADN humain n'est pas virtuel, lui non plus. Par contre, les poubelles se remplissent tous les jours de denrées gâchées. Allez à Paris aujourd'hui, ce 13 juin 2016, et vous comprendrez pourquoi il faut rémunérer les éboueurs plus que les footballeurs. Oh là là, je vais gerber. Ça sent mauvais quand même. Ces foutus éboueurs nous font chier avec leurs revendications à la con. Tant pis pour eux, je m'en fous, je vais quand même sortir mes poubelles. La vie continue. Voilà la mentalité du citoyen moderne qui croit que parce qu'il est citoyen dans un état de droit, a ce droit de jeter ses poubelles n'importe où. Bref, à partir de ce constat, aucune denrée vitale ne devrait être monnayable. Cependant, il faut organiser le partage. Mais comment faire si vous interdisez aux gens d'aller dans les décharges?
Organiser le partage du marché mondial en deux. C'est ajouter des règles ou des lois à l'état de droit auprès duquel nous avons des devoirs. Le premier nouveau droit que nous devons inscrire, c'est le droit de vivre, manger à sa faim, avoir un toit et se soigner. Seulement ce droit ne peut être opposable que si le devoir qui va avec est respecté. Le premier nouveau devoir du citoyen sera donc de partager les ressources vitales sans gâchis. Le second nouveau droit que nous devons inscrire est le droit de travailler. Seulement ce droit ne peut être opposable que si le devoir qui va avec est respecté. Le second nouveau devoir du citoyen sera donc de ne pas travailler pour produire des ressources polluant la terre et de partager le travail. Ces deux couples, droit, devoir, ne peuvent être, comme pour les packages, vendus l'un sans l'autre. Ces deux couples sont unis pour la vie jusqu'à la fin de l'humanité. C'est non négociable et le divorce est interdit. Package, nom masculin. Paquet, emballage, colis, ensemble, série, forfait, package. L'être humain et la terre sont indissociables. Les ressources de la terre sont naturelles, mais pas en quantité suffisante pour assurer quotidiennement le droit de vivre à tout le monde. Il faut donc exploiter la terre pour la faire fructifier. C'est l'objet du travail. Aujourd'hui, il a été attribué à certains le droit d'exploiter la terre et à d'autres l'interdiction de le faire. Il a même été accordé à certains de polluer la terre et à d'autres l'interdiction de le faire. Tout ceci n'ayant qu'un objectif, monnayer la production des ressources naturelles à fin d'enrichissement personnel. Cette organisation est, nous le vivons aujourd'hui, totalement hors du temps, puisque certains ne peuvent ni produire ni polluer parce qu'ils n'ont rien. Pour pousser le vice à l'extrême, l'être humain en arrive même à stériliser des graines de tomates afin que le jardinier du dimanche ne puisse pas en faire pousser dans son jardin. Alors je dis stop à tout ce gâchis, c'est inadmissible et dangereux. L'heure des constats sans action est passée. L'avenir de l'humanité passe par la compréhension et pour cela il faut renvoyer l'être humain à l'école de la civilisation. Plus personne n'entend personne et seuls les privilégiés de l'oligarchie se comprennent. Les mots partage, travail n'ont plus de sens propre. Je propose donc de séparer le marché mondial en deux marchés distincts. C'est la seule solution viable pour créer un revenu universel qui est la base du droit de vivre, mais seulement du droit de vivre. Dans le marché des biens et des services vitaux, il n'y aura plus la possibilité de s'enrichir personnellement sur le dos des autres et dans le gâchis permanent. Dans le marché de la richesse, il y aura la liberté de s'enrichir à condition de ne pas détruire la terre. Il est donc urgent de créer ce marché des biens et des services vitaux et d'élaborer pour chaque ressource la règle de convergence qui permet d'assurer le respect des droits de l'homme et la déclaration des devoirs de l'humanité. Ce n'est pas du communisme ni du capitalisme, c'est l'humanisme de la réalité augmentée. Je vais en citer quelques-unes, mais je ne pourrai bien évidemment pas en faire une liste exhaustive. D'ailleurs, je vous proposais de faire votre propre liste dans l'épisode précédent. La récompense. La récompense, je le rappelle, est tout simplement « Citoyen, tu respectes la règle de convergence, on te donne de l'or. Tu ne respectes pas la règle de convergence, on ne te donne rien. » Nota, je dis ici or pour ne pas dire argent au sens monnaie scripturale, la monnaie étant nécessaire pour échanger des denrées sur un marché. Il n'est pas impossible que cette monnaie ait une valeur équivalente en or. Bref, c'est une monnaie dont tout le monde s'accorde sur la valeur mercantile. Dans le cas de la récompense, ce n'est pas de l'ADN, mais bien de l'or ou des euros, par exemple en France. L'euro étant aujourd'hui la monnaie utilisée sur le marché
qui existe, le marché de la richesse. La première récompense à laquelle il est facile de penser, c'est l'auto-récompense. Celui qui fait des économies se récompense de lui-même. Si cette économie est rémunérée avec de l'or, le principe de la récompense est encore plus effectif. Le système capitaliste d'aujourd'hui ne tient pas compte de l'auto-récompense, car il est fondé uniquement sur le profit sans se préoccuper du gâchis. Le moyen de la récompense, c'est la façon de récompenser. Par exemple, nous pouvons imaginer que la récompense consiste en l'économie du montant de l'ADN ou de la quantité d'ADN, ou de la valeur de l'or ou de la quantité d'or. Par exemple, est-ce que le fait de dépenser 1 litre d'essence au lieu de 2 litres, dont 1 litre est du gâchis de ressources, parce que ce litre aurait pu être dépensé autrement mieux, vaut une récompense? Est-ce que cette récompense doit être de l'or ou 1 litre gratuit? La réponse se trouve dans l'échelle des valeurs que l'être humain associe à ses besoins vitaux relativement à son désir de possession de ces valeurs. La décision par rapport à la récompense. Ceci relève de la philosophie certes, mais sûrement plus du bon sens appliqué à la décision de gâcher ou non. Cela relève surtout du respect envers l'humanité en général et de l'être humain en particulier. Quelqu'un qui se respecte ne jettera pas un mégot de cigarette par terre chez lui. Celui qui respecte l'humanité ne jettera pas un papier par terre dans la rue. Celui qui jette un papier par terre dans la rue ne se respecte donc pas, puisqu'il fait partie de l'humanité. C'est paradoxal, mais l'être humain est bipolaire. Il est à la fois maniaque et dépressif. Selon son humeur, il peut être capable de jeter un papier par terre et l'instant d'après dire, outré, les gens sont sales en regardant un reportage à la télévision sur la pollution. Dans les deux cas, il rejette les conséquences de la pollution sur les autres en se fabriquant des excuses ou des alibis. Dans les deux cas, il rejette les conséquences de la pollution sur les autres en se fabriquant des excuses ou des alibis. Dans les deux cas, il se sent irresponsable car en jetant un papier par terre, il sait qu'il participe à la pollution mais se réfugie dans le déni. Seulement il dit « les gens », mais il ne se considère pas comme en faisant partie. En l'incitant à ne pas jeter le papier par terre par une récompense, il retrouvera l'estime de soi parce qu'il ne polluera plus. La récompense satisfait son intérêt particulier tout en assurant la convergence, c'est-à-dire l'intérêt général. Essayons donc de voir comment définir la récompense pour que la convergence soit assurée. Autrement dit, comment motiver un citoyen pour faire des économies sans entraver sa liberté d'action. Aujourd'hui, notre système ni ne motive ni ne contraint suivant le principe du non-atteinte à la liberté. C'est du délire. L'humanité court à sa perte. Chacun fait ce qu'il veut, même la punition ne l'arrête plus, puisqu'il sait qu'elle sera collective et avec un peu de chance, il espère passer au travers. J'ai vu il y a 2 jours quelqu'un qui faisait la vidange de sa camionnette en pleine nature. Et oui, voilà où on en est. Mais que fait la police ? Choisissons le type d'économie de la ressource. Soyons les mathématiciens économistes virtuels de la récompense. Analysons un principe de convergence concernant un produit quelconque considéré comme vital. Raisonnons avec l'ADN qui sert de monnaie virtuelle, je le rappelle, sur le marché des biens et des services vitaux, sachant que la valeur attribuée à l'ADN dépend de la valeur en or qu'on lui associe pour activer la récompense. Hypothèse. Posons Y une unité d'ADN. Posons X une unité d'or. Supposons que le produit vaille MX tel que M soit le nombre d'unités d'or que vaut le produit, et supposons que le produit vaille NY
tel que n soit le nombre d'unités d'ADN que vaut le produit. On appellera grand V la valeur de conversion de la monnaie virtuelle telle que mx égale ny. La valeur de conversion de l'ADN en or est donc y égale m sur n fois x, soit y égale vx. Nous dirons donc par exemple, si grand V égale 3, cela signifie qu'il faut 3 unités d'or pour obtenir une unité d'ADN du produit. Raisonnons sur un marché français et imaginons qu'une unité d'or vaut 1 euro. Cela fait donc très peu d'or. En réalité, aujourd'hui, une once d'or vaut 1005,29 euros. En langage économique, grand V équivaudrait à un taux de change. ADN sur euro égale grand V. Sauf que dans notre cas, grand V correspond à un taux de change spécifique à un produit donné et interne à un pays, pour nous ce sera la France, dont la monnaie est aujourd'hui l'euro. Nous pourrions par exemple multiplier par un coefficient de convergence grand C la valeur de conversion grand V. Ce coefficient serait représentatif du gâchis, par exemple celui de l'importation d'un produit, alors que ce même produit peut être issu du marché interne. Dépenses d'énergie par un transport inutile. Le consommateur n'ayant pas à payer le gâchis du marché, qui en général grossit la marge du vendeur et donc le prix, ce pourrait être un coefficient grand C compris entre 0 et 10 par exemple, tel que la valeur de conversion grand V serait comprise entre 0,1 V et 10 V. Il y a donc un choix à faire sur la valeur de grand V et de grand C, de telle façon que l'économie suscitée soit la plus convergente possible. Première façon d'économiser, j'économise de l'ADN. Si au lieu d'acheter n unités d'ADN, j'en prends n-1, alors j'ai payé n-1 Y. J'ai donc fait l'économie de 1 Y, soit une unité d'ADN. Si le coefficient de convergence est proche de 1, l'économie vaut la valeur du produit. Comme Y égale CVX, je fais donc l'économie de Y égale CV euros. Deuxième façon d'économiser, j'économise de l'or. Si au lieu d'acheter M unités d'or, j'en prends M-1, alors j'ai payé M-1 X. J'ai donc fait l'économie d'un X, soit une unité d'or. Comme unité d'or vaut X, donc l'économie est de 1 euro. Alors, quelle économie doit-on faire? Sur le prix du produit en or ou sur la quantité du produit en valeur d'ADN? Bien entendu, avec le facteur de conversion et le coefficient de convergence, faire l'économie d'ADN implique aussi de faire l'économie de l'or. Seulement, c'est la façon de consommer qui va changer, compte tenu du fait que sur le marché des biens et des services vitaux, on ne peut s'enrichir que si l'on consomme dans l'esprit de convergence. Analysons la situation. Plus V sera grand, plus on fera d'économies que tout le monde pourra se partager. Le vendeur qui devra vendre son produit aura à réfléchir de quelle façon il pourra tirer profit de la vente de son produit en considérant le facteur de convergence grand C. À l'achat du produit concerné, en calculant sa marge de façon optimale pour tenir compte de la récompense.
soit il augmente sa marge et donc le prix sera encore plus grand, donc la récompense de l'acheteur réduite, soit il diminue sa marge et la récompense de l'acheteur est plus forte. En fait, soit il vend son produit très cher avec un grand V très grand et touche beaucoup d'or sur chaque produit, sachant toutefois qu'il en vendra peu parce que le citoyen acheteur n'aura pas assez d'ADN pour s'en procurer, s'il veut économiser pour s'enrichir. Soit il vend des produits moins chers et plus convergents, sachant que le citoyen pourra en acheter autant qu'il en veut, ou sachant que le plus de citoyens pourront acheter son produit. Globalement, le vendeur et les acheteurs s'y retrouvent. De plus, si les économies sont effectives, les acheteurs sont récompensés. Le vendeur aura travaillé, donc touchera de l'or pour s'enrichir dans la convergence. Dans les deux cas, c'est la façon d'acheter du citoyen qui lui permet de s'enrichir plus ou moins. Exemple des produits pas chers. Aujourd'hui, quand vous cherchez à vous habiller, bien souvent le pantalon à la mode qui vous plaît est bien trop cher pour votre budget. De ce fait, vous cherchez les bonnes affaires ou les vêtements en solde ou les produits chinois. Un ancien président de la République disait « Je n'augmenterai pas les salaires parce que sinon les gens vont acheter chinois ». Très bien raisonné, sauf que de toute façon les gens achèteront chinois parce qu'ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus que des produits chinois dans les magasins pas chers. Si jamais celui qui a les moyens de s'acheter un jean à 100 € trouve dans un magasin 2 jeans pour le même prix d'un, alors il n'hésitera pas à en acheter 2. Il croit ainsi faire des économies parce qu'il a acheté 2 produits pour le prix d'un. En réalité, il ne fait pas d'économie puisqu'il a dépensé ses 100 €, point. Si maintenant nous raisonnons avec l'ADN, si au lieu d'acheter les 2 jeans, il n'en achète qu'un, peut-être un peu plus cher, mais moins que 100 €, il fera une économie avec laquelle il pourra peut-être acheter d'autres produits sur lesquels il pourra faire encore des économies qui à la fin du mois lui auront fait gagner des récompenses en or. Alors que les familles pauvres vont acheter 2 pantalons pour le prix d'un parce que le système actuel pousse à la consommation, au risque pour ces familles de rien avoir à manger les derniers jours du mois, avec l'ADN qui est prêté en quelque sorte et qui incite à l'économie, ces familles auront vite compris que l'économie permet de s'enrichir. Au bout d'un certain temps, tout en ayant été habillés avec un seul pantalon, ils pourront peut-être s'offrir le jean de leurs rêves grâce à leurs économies d'ADN transformées en or, mais celui-là sur le marché de la richesse. Bien sûr, si le pantalon à 100 € leur plaît, alors ils ne feront pas d'économie, mais ils auront quand même pu acheter un pantalon, mais sans s'enrichir. De toute manière, cela ne change rien par rapport au système actuel dans ce cas-là, sauf que le citoyen aura eu le choix. La façon de consommer est différente parce que la récompense est motivante. Le choix de s'enrichir ou pas existe toujours. C'est cela la liberté. Quel est le rapport à la concurrence entre vendre français et vendre chinois? Le revenu universel existe, le producteur français n'a donc plus à se préoccuper de vendre moins cher ses produits puisque la règle de convergence lui sera favorable si son produit possède un meilleur coefficient de convergence que le produit chinois. Son seul souci sera donc de produire mieux pour obtenir le produit le plus attractif pour la récompense. Le dilemme. Pour le vendeur, vendre plus cher ou vendre plus. Pour l'acheteur, acheter moins et gagner de l'or ou acheter sans compter. La liberté pour l'acheteur de gagner de l'or est donc définie par le choix de consommer mieux pour s'enrichir plus. Pour le vendeur, il s'agit de vendre moins cher et donc plus de produits convergents. Il est simple de voir à travers ce petit calcul que plus C est grand, plus
plus la divergence est grande, car plus il y a de l'or en jeu. Le vendeur doit pouvoir vendre tous ses produits pour ne pas les gâcher. Sa liberté de vendre cher risque donc de réduire sa marge, d'autant plus que C et V seront grands. Le principe, vous l'avez compris, plus le produit est cher, donc CV grand, plus l'acheteur et l'État s'enrichissent en faisant des grosses économies, puisque l'acheteur est limité en ADN, et donc moins le vendeur vend de son produit. D'un autre côté, plus CV est petit, moins le produit est cher, le citoyen peut donc dépenser plus d'ADN pour s'en procurer, plus le vendeur s'enrichit, et si l'acheteur est pas gourmand, il peut s'enrichir aussi en faisant des petites économies. Il faut quand même se souvenir que l'ADN n'est pas cumulable d'un mois sur l'autre, et donc qu'il ne sert à rien non plus de ne rien dépenser, puisque ce n'est pas la totalité de l'ADN économisé qui se transforme en or, mais seulement une partie. C'est un rail de protection pour que le système fondé sur la consommation puisse assurer la croissance. Le montant de la récompense en fin de mois sera variable suivant la bonne ou la mauvaise gestion quotidienne de l'espace-temps de chaque être humain et son comportement vis-à-vis de la convergence. Choix du coefficient de convergence. Pour chaque ressource, il faut donc choisir la valeur de la conversion adéquate pour assurer la convergence dans le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire finalement la liberté de polluer ou non. Le citoyen a donc un choix dans la façon de faire l'économie. Dans le cas ci-dessus, en supposant que le coefficient de convergence vaut 1, en économisant sur le nombre d'unités n d'ADN, en fait, l'économie Y égale CV de 3 euros pourrait être répartie en 1 euro pour le citoyen, 1 euro pour celui qui fournit l'ADN, l'État par exemple, le reste 1 euro étant réinvesti. C'est un exemple choisi au hasard, vous l'avez deviné. LOL, comme disent les SMistes. Bref, comme je ne suis pas un spécialiste en économie, je vais arrêter là mes calculs savants, sachant, j'en suis persuadé, que d'aucuns trouveront dans cet exemple matière à polémiquer, non pas parce que le calcul est faux, mais à cause du principe qui ne plaira sans doute pas aux capitalistes du XXe siècle. Pourtant, il arrivera ce jour du XXIe siècle où l'humanité aura à faire des choix pour son avenir. Économiser l'ADN humain ou économiser l'or. J'espère en tout cas que mon petit calcul va initialiser une nouvelle façon de penser qui est celle du principe de la récompense. Cette façon de penser remet en cause notre système monétaire qui est fondé sur le prix de l'objet, calculé en fonction du coût de production et de sa rentabilité, augmenté de la TVA, dont le pourcentage est inexorablement trop cher et qui ne tient pas compte du facteur humain. D'ailleurs, au passage, la TVA devrait être non pas un pourcentage du prix du bien ou du service commandé, mais un pourcentage fonction du revenu mensuel de celui qui commande le bien ou le service. En effet, celui qui doit faire un emprunt pour acheter un bien ou un service doit emprunter plus, donc non seulement paye la TVA, mais les intérêts sur le prêt pour payer cette TVA. C'est du même style que celui de payer des impôts sur de l'argent qu'on ne touche pas réellement. J'appelle cela du vice. C'est le principe qu'aujourd'hui on appelle la dette. Plus on a de dettes, plus c'est difficile de rembourser. Mort au pourcentage, vive le facteur humain. La notion de pourcentage, comme je le dis souvent, vous m'en tiendrez par rigueur, je l'espère, est une notion très injuste. Vous conviendrez à ma décharge que je ne parle jamais de pourcentage, mais de justice, dans la façon de définir le coefficient de convergence. La justice
étant la troisième devise de la future humanité, je l'espère. Avec la valeur de conversion V et le coefficient de convergence C, j'intègre dans le prix de revient la valeur destructrice des ressources de la Terre. Ainsi, en faisant l'économie du prix virtuel supérieur au coût de production, j'introduis la notion de protection de l'environnement. La liberté de vendre ou d'acheter un produit cher et destructeur de la ressource de la Terre, mais au profit de l'enrichissement personnel, est un choix qui deviendra coûteux sur le marché des biens et des services vitaux. Aujourd'hui, ce coût est supporté uniquement par l'acheteur, demain il sera partagé par tous. Chacun aura donc à évaluer l'impact de ses actes sur son désir d'enrichissement personnel. Les intermédiaires. Encore une fois, je laisse le soin aux économistes de trouver la bonne valeur de conversion grand V de chaque produit en fonction de ce que l'humanité souhaite faire pour économiser les ressources de notre chère planète. Il suffira, il me semble, de trouver dans un premier temps la valeur raisonnable d'un produit vital, de faire la somme des valeurs de tous les produits vitaux et de calculer la quantité d'ADN nécessaire et suffisante à fournir à chaque citoyen pour accéder aux produits sans trop de limites, afin qu'il puisse s'organiser pour que chaque fin de mois, il ait pu faire des économies d'ADN. En consommant intelligemment pour faire travailler les autres citoyens et lui-même par la même occasion, les intérêts de chacun sont préservés. Mon avis est que le coefficient de convergence d'un produit ne soit pas fixé ni par le vendeur ni par les intermédiaires, mais par le producteur et le fournisseur d'ADN. Le coût de production sera donc partagé par tous. C'est le respect de la troisième devise, la justice. Il est normal que chacun se partage la récompense de l'économie réalisée dans l'esprit de convergence. Nous rendons ici au mot concurrence tout son sens en changeant sa connotation mercantile mise en jeu pour le partage de la récompense en connotation humaniste. Par exemple, un intermédiaire devra être concurrentiel pour l'acheminement du produit. Il est évident que dans un système dans lequel l'État fournit le revenu universel, ce soit lui qui contrôle les prix du marché des biens et des services vitaux. Cependant, contrôler ne signifie pas imposer des prix, mais gérer l'inflation. Les travailleurs seront en quelque sorte des agents contractuels de la fonction publique, dont les salaires ne seront pas fixés par une grille, mais variables selon les principes de convergence. Ils ne seront pas payés par l'État, mais les revenus de leur travail dépendront de la manière dont ils vendront les biens et les services vitaux. La marge de chacun d'entre eux sera donc fonction de leur aptitude à assurer la convergence pour garantir le revenu de leur travail. Pour résumer, encore une fois, je rappelle que le revenu universel est actif et que le principe de la récompense agit aussi bien sur les vendeurs que sur les acheteurs, parce que ce revenu, tout le monde le touche. Donc chacun peut s'enrichir aussi bien en vendant qu'en achetant. Chaque citoyen a donc intérêt à jouer le jeu de la convergence. À chaque produit, sa valeur intrinsèque V pour fixer le pouvoir d'achat de l'ADN. La TVA à taux variable qui existe dans notre système s'applique déjà sur les types de commerces différents. Il y a en effet une TVA à 20%, une TVA à 5,5% par exemple. Je n'invente donc rien, sauf que la TVA est payée aujourd'hui par le consommateur, mais pas par le vendeur. Ici, le coefficient de convergence grand C, qui remplacera donc la TVA sur le marché des biens et des services vitaux, est applicable à tous les protagonistes de l'échange. Si le produit est fabriqué dans l'esprit de convergence, alors le coefficient C sera compris entre 0,1 et 0,9. C'est lui qui fixera la marge du vendeur et des intermédiaires et l'incitation à l'économie pour l'acheteur. Si le produit n'est pas fabriqué ou importé dans l'esprit de convergence, alors le coefficient C sera compris entre 1 et 10. C'est alors lui qui incitera le vendeur et les intermédiaires à vendre des produits convergents
pour que la marge de chacun soit optimale et rebutera l'acheteur qui aura du mal à économiser. Je rappelle que nous sommes dans l'ère de la récompense individuelle et que l'ADN est une monnaie virtuelle qui n'a de pouvoir que sur le marché des biens et des services vitaux. Tout est possible à condition d'admettre que sur ce marché doit exister indépendamment du marché de la richesse dont le système actuel est intouché, mais je le redis, la notion de travail étant définie pour l'enrichissement. Mais pour ne pas défavoriser le travail sur le marché des biens et des services vitaux par rapport au marché de la richesse, il faudra aligner l'indice des prix des deux marchés sur les besoins en or de l'État pour financer l'ADN. Rien n'empêche d'appliquer aussi le principe de la convergence sur le marché de la richesse, entre autres sur les matières premières. Mais dans ce cas, un gros effort sera demandé aux capitalistes purs et durs, dont les profits ne tiennent pas compte ni de l'être humain, ni de l'humanité. Comme je l'ai dit, dans les premiers épisodes, la durée de vie de l'être humain étant limitée, il se moque complètement de l'avenir de l'humanité. Le marché de la richesse devra s'adapter un jour ou l'autre aux besoins de l'humanité en ADN, de par l'évolution de la démographie et de par les progrès des nouvelles technologies numériques. Le revenu universel doit être considéré comme un dû de l'humanité, et ce dû est le retour de toutes les découvertes du monde moderne qui ne doivent pas rester la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes, parce que les progrès de la science résultent de l'effort de tous les êtres humains qui, avant d'être des enseignants, étaient des enseignés. La découverte de l'un est en fait le résultat de la recherche de tous. Par conséquent, nous devons rendre à l'être humain ce que l'humanité a créé dans tous les domaines vitaux. Il est donc impératif de désargenter ou débourser les biens vitaux qui appartiennent à tous. LOL. À quoi pensez-vous par exemple? Ah, je sais, si je vous donne mal à la tête, alors allez chez votre pharmacien. Il vous donnera de l'aspirine contre un peu d'ADN. Relol, mort de rire. Aujourd'hui, certains ont tout et d'autres rien. Est-ce cela la justice? L'ADN rétablira la justice. Liste des règles. Voici donc quelques règles de convergence associées au principe de la récompense, que l'on pourrait mettre en œuvre pour assurer la convergence. L'application de la récompense est gérée par le contrôleur d'ADN du Lartphone, comme il se doit en fonction de grand V et de grand C. La pollution. La quantité d'ADN économisée par exemple sur l'achat d'un produit moins toxique qu'un autre permet une rémunération en or plus ou moins importante suivant les règles de convergence de fabrication du produit, de l'exportation ou de l'importation du produit qui fixe le prix du produit. Le principe de la récompense peut s'appliquer de deux manières. Taxer le produit à la vente, donc le vendeur sera d'autant plus récompensé que son produit coûtera moins d'ADN à l'acheteur. L'or issu de la vente du produit sera d'autant plus important que le produit est non moins taxé. La TVA n'existe plus, elle est remplacée par grand C. Avant, le vendeur pouvait récupérer la TVA, dans notre cas, il ne pourra pas récupérer la valeur du coefficient de convergence grand C. De plus, le coefficient grand C est associé à la denrée, alors que la TVA s'applique à tous les produits. Le prix est donc variable selon la règle de convergence appliquée et le principe de la récompense associée. De même, un acheteur qui préférera le produit le moins toxique, donc le moins cher en ADN, sera récompensé grâce à l'économie qu'il aura faite. La liberté de choix est garantie, seulement le choix détermine le montant de la récompense. C'est quand même cela la justice. Aujourd'hui, sur le marché, la TVA, qui n'est pas variable et payée par l'acheteur, permet au vendeur, qui ne se sent pas concerné par la pollution, de s'enrichir, et le consommateur, qui n'a pas d'autre choix que d'acheter les produits qu'on lui propose, de contribuer à la pollution sans bénéfice. La terre n'est pas protégée de la pollution et l'acheteur paye le prix fort. Le chauffage.
Quand vous payez votre facture de chauffage aujourd'hui, on vous envoie une facture avec votre relevé du compteur ainsi que l'évolution de votre consommation. Nous pourrions donc imaginer, par exemple, que le nombre de pièces et la lettre du bilan énergétique de votre logement correspondant, ainsi que le nombre d'habitants dans le logement, il soit défini une quantité moyenne de dépenses de calories acceptable pour limiter le gâchis. Dans ce cas, au fur et à mesure de votre économie, par rapport à cette donnée, vous êtes récompensé. Si vous dépassez alors, vous payez le dépassement sans augmentation du prix, mais vous ne touchez pas la récompense. Il est possible de raisonner de la même façon pour tous les usages domestiques, eau, gaz, électricité. Le principe existe déjà un peu, si l'on considère la différence du prix heure creuse, heure pleine. Seulement la récompense n'est pas également répartie, et il n'y a rien sur le prix de l'abonnement. Celui qui gâche et celui qui ne gâche pas payent le même abonnement. Et il y a peut-être là un coefficient de convergence à trouver. De même, dans le cadre de la location d'un logement, les économies de chauffage sont fonction des équipements de l'installation. Il n'est donc pas interdit de répercuter le manque à gagner en économie du locataire sur le propriétaire, qui ne tiendrait pas compte de la convergence dans le prix du loyer. L'essence. Aujourd'hui, l'essence est une énergie indispensable pour se déplacer dans plusieurs cas. Aller au travail, partir en vacances, assurer les transports en commun, assurer les transports de marchandises, etc. Prendre sa voiture pour aller chercher le pain chez le boulanger n'est pas vital, sauf si le boulanger est loin du domicile. Prendre sa voiture pour aller au travail, si les transports en commun existent et sont faciles d'accès, il y a matière à économie. On pourrait donc imaginer une règle de convergence spécifiant en fonction de chaque situation citoyenne une quantité moyenne d'essence en dessous de laquelle il y a économie, donc récompense. La règle de convergence peut être définie au niveau d'une ville, d'un quartier, d'un environnement, et la récompense définie en fonction du mode de transport, covoiturage, pourquoi pas. Dans tous les cas, la récompense doit être juste et calculée en fonction des données les plus communes, à l'endroit où la règle est élaborée. Plus la demande en pétrole est forte, plus le prix des carburants augmente. Si par exemple certains font des efforts d'économie et d'autres dépensent plus, le prix du pétrole stagne et ceux qui dépensent plus de carburant sont donc récompensés par rapport aux autres. Ce n'est donc pas juste. Imaginons que le coefficient de convergence C soit mis en action dès lors que le forfait quantitatif d'essence est dépassé chaque mois. Le principe de la récompense n'est pas satisfait. On pourrait même appliquer le principe de la récompense aux communes et aux régions dans l'attribution des subventions de l'État. Pour ces trois exemples, nous voyons apparaître la notion de variabilité de la récompense, qui met en exergue la troisième devise, c'est-à-dire la justice. Personnellement, je me suis forcé à prendre le train pour aller travailler, d'une part pour faire des économies d'essence par rapport au prix du RER, mais aussi par rapport au prix de revient global de ma voiture et pour l'amortissement de ma voiture. Donc non seulement j'ai économisé la ressource, j'ai contribué à la bonne santé de l'environnement, mais j'ai payé comme tout le monde l'entretien et le renouvellement des infrastructures de transport par mes impôts. Par contre, il y avait quand même une récompense parce qu'une partie du prix de mon coupon mensuel était pris en charge par mon employeur. C'était une forme de récompense et donc une incitation à l'économie, mais ce n'était pas rémunéré. Aujourd'hui, on accorde un crédit d'impôt à ceux qui prennent leur voiture pour aller au travail quotidiennement. Je trouve ça bien, parce que ceux qui n'ont pas de facilité de transport en commun sont défavorisés. C'est donc une compensation, pas une récompense. Par contre, ce critère ne respecte pas la troisième devise. La justice n'est pas respectée, parce que les crédits d'impôt sont reportés sur les autres contribuables de fait. Donc on retire aux uns pour donner aux autres. Et inversement. Avec l'ADN, les bonnes résolutions de la COP 21 deviendraient une réalité quotidienne. La variabilité de la récompense compense la punition collective de la taxe fixe sur les carburants récupérés par l'État. La santé. Il existe aujourd'hui beaucoup d'économies à faire pour la santé,
et donc pour la sécurité sociale entre autres. D'abord le docteur. Si vous êtes malade, c'est normal d'aller chez le docteur. Seulement si vous êtes hypocondriaque, vous allez souvent chez le docteur. On peut donc imaginer un nombre limité de visites chez le médecin dans une période limitée. De même, pour les médicaments, il existe une franchise que tout le monde paye par médicament parce qu'il y a trop de dépenses de santé liées aux médicaments. Là aussi, il y a matière à faire des économies. Aujourd'hui, il existe des mutuelles qui, lorsque vous avez fait des économies de santé, vous remboursent une partie de votre cotisation. C'est une sorte de récompense. Alors, imaginez que l'on remplace, par exemple, les franchises par des récompenses. Le montant de la franchise est intégré dans le prix du médicament. Ceux qui abusent du médicament payent donc la franchise. Celui qui économise se voit récompensé du montant du prix de la franchise. La règle de convergence est simple à élaborer en instituant des quotas mensuels. De même que pour l'essence, le coefficient de convergence peut se déclencher après un dépassement de forfait. Bien entendu, cela est valable uniquement pour les médicaments d'usage courant, bien souvent gâchés et remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles. Il faudra distinguer les cas des maladies graves qui imposent des traitements à long terme. Dans les cas comme la santé où la règle de convergence précise l'égalité aux soins, il peut être défini des normes de convergence identiques à tous dans l'espace et dans le temps. La santé nécessitant une règle de convergence vitale, la transformation de l'ADN en or, pourrait faire partie d'un traitement spécifique. La quantité d'ADN mensuel transformable pouvant varier donc temporairement en fonction de l'état de santé immédiat du citoyen. On pourrait imaginer par exemple un dépassement autorisé d'ADN comme il est possible actuellement sur un compte en banque remboursable en un temps défini en fonction de la situation. C'est la souplesse accordée face à un état pathologique dont le patient est victime temporairement. Cette situation doit être autorisée à titre exceptionnel compte tenu de l'espace-temps du citoyen. Je rappelle que deux marchés existent et que le pont entre les deux marchés est constitué par la limite pour laquelle un bien ou un service est considéré comme vital ou comme étant une richesse. En résumé, je rappelle que toutes les récompenses sont gérées dans le LART Fund par le contrôleur d'ADN. La règle de convergence et le coefficient grand C sont établis en fonction des données propres du citoyen, des moyennes statistiques des données recueillies sur un ensemble de citoyens relatives à un espace-temps défini. Le principe de la récompense est appliqué aussi bien aux citoyens consommateurs qu'aux citoyens vendeurs. Le LART Fund jouant son rôle de contrôle sécurisé par les données propriétaires et les règles de convergence. Les types de règles de convergence. Il est bien entendu nécessaire de définir plusieurs types de règles de convergence afin d'assurer le respect de la devise « la justice ». J'en dénombre a priori 4, mais rien n'interdit rien. Seulement, dans l'esprit de justice, il est clair que les règles de convergence qui prédominent sont celles qui sont définies par celui qui fournit l'ADN. Parce que le principe de la récompense doit être juste et équitable pour tout le monde. C'est l'égalité dans le respect des règles de convergence. Il y aura donc des règles de convergence internationales, nationales, régionales et locales si on le souhaite. La justice. La justice étant l'ordre et le respect des règles de convergence, la justice fonctionne comme avant, sauf que le non-respect des règles n'implique pas de punition, mais ne rétribue pas le citoyen. Nous sommes passés donc du règne de la punition collective au règne de la récompense individuelle. Que se passe-t-il pour les délinquants ? La justice fonctionne exactement de la même manière qu'aujourd'hui, sauf que les peines sont appliquées cette fois-ci sans état d'âme. Je ne suis pas capable de fixer les peines en fonction de la gravité et de la culpabilité du citoyen. Aussi, je ne donnerai qu'un avis sur la question. La logique de la récompense suppose que l'on respecte les règles de convergence. Le fait de ne pas respecter les règles de convergence ne constitue pas un manquement aux lois qui définissent le respect de la liberté et de la vie, de l'humanité en général. Il y a donc deux types de punitions individuelles à définir dans le cadre, d'une part les règles de convergence et d'autre part celui du respect des lois. Dans le cadre spécifique du respect des règles de convergence,
il faut bien entendu mettre en place l'organisme qui contrôlera la fraude afin que le principe de la récompense ne soit pas dévié. Le coefficient de convergence grand C doit être parfaitement protégé par un traçage du produit, comme cela se fait déjà sur le marché actuel. Il n'y a donc pas grand-chose à faire si ce n'est assurer sérieusement les contrôles. Cependant, il me semble que dans les deux cas, si l'emprisonnement n'est pas nécessaire, la peine devrait se traduire par un travail d'intérêt général rémunéré sur l'un ou l'autre des deux marchés, dont l'or issu du travail et celui issu de l'économie d'ADN possible servent à rembourser le montant des désagréments liés à la faute. Dans tous les cas, la fourniture et la gestion de l'ADN du prévenu devraient être laissées à l'appréciation de la justice pour le bénéfice de l'intérêt général et le bon fonctionnement des prisons. Break. Honoré de Balzac écrivait « Histoire des 13 Ferragus, la fille aux yeux d'or ». En effet, les jeunes gens de Paris ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre ville. Ils se divisent en deux classes. Le jeune homme qui a quelque chose et le jeune homme qui n'a rien, ou le jeune homme qui pense et celui qui dépense. Je n'ai pas lu Honoré de Balzac, mais aujourd'hui cette phrase représente la réflexion dont le citoyen de l'humanité est dépourvu. Le riche, blindé de fric, ne se préoccupe pas de ses dépenses. Le pauvre pense en permanence aux économies qu'il pourrait faire s'il en avait. Pas des économies, des blindes. Suivez sans blague, merde, je ne répéterai pas. En effet, je préfère lire Coluche à Honoré de Balzac. Enfin, si on veut. Lisez mes articles sur mon blog énigme-de-patricia.over-blog.com. J'explique tout. C'est facile de dépenser quand on a de l'argent. C'est difficile d'économiser quand on n'en a pas. Ça, c'est de moi, en tout cas, je crois. Ce que je préconise, c'est de placer les jeunes gens, quelle que soit leur situation familiale, en immersion chez les pauvres. Oh là là! Je sens que je ne vais pas me faire que des amis sur Facebook. Voyez un peu du genre, un petit séjour dans une ville de la réalité augmentée chez des SDF avec pour seul loisir celui de trouver à boire, à manger et à dormir au chaud, sans se faire tabasser par des voyous sortis tout droit de la fiction du XXe siècle Orange Mécanique. Nouveau jeu qui remplacera les jeux comme Brother in the Arms, Call of Duty, Soldier of Fortune. Chouette pour Noël 2017, n'est-ce pas? Juste pour montrer à celui qui n'a pas connu la misère qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a trop de jeunes qui ne savent pas dans quel monde ils vivent parce qu'ils ont des ascendants qui vivent bien et qui les protègent. Ils ne connaissent pas le monde, sauf celui que leurs parents leur décritent au fur et à mesure de l'actualité et surtout au moment de la campagne présidentielle, c'est-à-dire tous les 5 ans. Je ne dis pas qu'il faut démunir ceux-là pour enrichir les autres, mais je dis que ceux-là doivent être conscients du malheur des autres afin de réfléchir à leurs propres conditions et celles de leurs futurs enfants. Nous sommes malheureusement dirigés par ceux qui n'ont jamais eu à faire des économies. Ceux-là ne peuvent pas comprendre la situation des plus nombreux. Alors, jeunes gens, avant d'aller voter en 2017, riches ou pauvres, réfléchissez à ce que sera votre avenir quand vos parents ne seront plus là pour vous assurer. Vous vivez actuellement dans une démocratie, alors apprenez tous ce qu'est une démocratie et vous comprendrez que vous avez tout à gagner à partager et à économiser. Il ne s'agit pas de prendre aux uns pour donner aux autres, comme cela se fait dans notre système actuel, en inventant des RMI, des RSA, des AF, des MV, des PAE, bref, des aides sociales toujours plus injustes pour tous car financées seulement par certains et accordées à quelques-uns seulement. Il s'agit d'accorder à tout être humain
le droit d'exister dans la justice et la paix. Le revenu universel actif est incontournable. Au moins pensez-y, des gens y pensent depuis Napoléon. Quand l'ambiance est bonne dans une soirée, la fête est réussie. Alors considérez la vie comme une soirée qui commence et consommez de l'ADN à volonté. Fin de l'épisode 7.